c'est juste un symbole de l'esclavage, ça. Mmh. Que t'as parlé des permis, t'as parlé d'autres trucs. Ben, c'est ça l'esclavage, c'est que ta vie est encadrée comme celle d'une vache dans un élevage. Ouais. Si on pouvait cesser d'être des vaches, d'élevage, c'est quand même un gros progrès, quoi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Sacrum, à la recherche du feu sacré de l'humanité. Aujourd'hui, au Parc Jarry, je vous amène prendre une marche avec Laurent Saïter, qui est né en 1968 à Strasbourg, en France, et qui depuis 30 ans vit à Montréal avec sa famille. Laurent est un développeur informatique, membre de quelques groupes de musique métal, mais aussi un créateur sur YouTube que j'ai découvert à travers sa chaîne Pour ainsi dire, un espace de débat, philosophie et politique où Laurent nous présente quelques-unes des idées qui l'animent, dont la philosophie libertarienne à laquelle je m'intéresse de plus en plus. Sur ce, je vous présente Laurent. De plus en plus, je m'intéresse à un courant qui s'appelle le libertarien. Et il y a quelques mois, je suis tombé sur une chaîne d'un Français, mais immigré, un expat au Québec. Et je le présente, Laurent, Bonjour. qui a créé la chaîne Pour ainsi dire. Mhm. Donc, il y a quoi, 6-7 ans de ça? Ça a commencé en 2019. 2019. Fait que ça tente qu'on aille prendre une marche, Allez, on y va. jaser un peu. Dans le superbe printemps montréalais, Ouais, moi il je fait me suis 5 mis en degrés. tenue d'été, puis... fait que ça se peut, je m'enlève la goutte une fois de temps en temps. Moi, je vais peut-être tousser, hein, je vous préviens. Oui. Fait que avant qu'on embarque sur la chaîne, ça fait quand même plusieurs décennies là, que tu es au Québec. Ah, ça fait 30 ans. Ça fera 30 ans. 30 ans dans 3 semaines. Wow! Voilà. Bon. Donc, on a Fait immigré que, ici avec enfants, bagages et tout. Et puis voilà, on s'est installé à Montréal, on est bien content. ça a été quoi l'incitatif pour choisir Montréal, s'en venir ici? Il y a eu plein de raisons, mais déjà à l'époque en France, dans les années 90, la situation économique n'était déjà pas super fameuse. Ouais. Donc bon, on s'est dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose. Mais à l'origine, c'était un projet assez court, on devait rester 2 3 ans, hein. OK. On pensait pas vivre ici toute notre vie, puis finalement, bon, on est resté, quoi. Alors C'est- après, c'est pour plein de raisons, hein. Une fois que tu t'implantes, tu fais des choses, t'as plus vraiment envie de partir. Surtout qu'on est bien ici, donc je sais pas, c'est pas très définissable. Hmm. C'est pas exclu qu'on reparte aussi un jour, je sais pas, on verra. Au gré du vent. Voilà. Puis t'es venu, puis t'es entrepreneur, de ce que je sais que toi, t'as ta petite boîte. Ouais, on a monté une boîte il y a quelques années, enfin plusieurs années maintenant avec des amis. OK. On fait des logiciels. Créateur de logiciels, Mhm. développeur de logiciels. Des logiciels pour entreprise, donc c'est même pas la peine que vous vous intéressiez à la question. À moins que vous soyez utilisateur malheureux de Microsoft, à ce moment-là, venez nous parler, on va vous aider contre une modique somme. Puis, pour rentrer dans le vif du sujet, là, moi, je t'ai découvert récemment. Uh-huh, J'ai trouvé ça... en fait, il y a deux entrevues en particulier qui m'ont marqué. Mais bon, je vais commencer avec celle d'Étienne Chouard. uh-huh, Ça fait quand même quelques années, moi, que je suis Étienne, puis tu sais, les constituantes, ouais. son projet de constituante. Je trouve ça quand même intéressant. Je trouve que ça think outside the box, là, tu sais. Il y a quelque chose que ça réfléchit plus large qu'à l'intérieur du système. Ça Exactement. invite les gens à se prendre en main. Puis j'ai vu que tu as fait une entrevue en 3 parties, en Non, fait. 5 ou 6 même. 5 ou 6, OK. Ouais. J'ai oublié les 3 premières. Donc, puis je voulais avoir un peu ton feedback, parce que j'ai trouvé ça vraiment intéressant de vous entendre parler. Toi, tu campais plutôt justement du côté libertarien, Mhm, puis Étienne, lui, plutôt constituant. mhm. Bah, déjà, Étienne Chouard, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années quand il s'est fait connaître avec les histoires de référendum au niveau. Initiative citoyenne. Ouais, surtout en France en 2005, il y a eu un référendum pour savoir si la France devait adopter la Constitution européenne. Mhm. Et là, les gens ont voté non, et puis finalement, le gouvernement a dit oui, mais si, on va faire quand même. Bref. Donc ça a beaucoup énervé Étienne, ce que je comprends. Ouais. Et là, il a commencé à parler des problèmes de la démocratie, etc. Et moi, j'ai commencé à écouter ce qu'il disait, notamment sur le tirage au sort, parce que c'est un des premiers, en tout cas à notre époque, à se faire connaître sur ce sujet-là. Donc au lieu de voter pour des politiciens, on les tire au sort, Ouais. par un processus constituant, etc. Et moi, ça m'avait beaucoup intéressé. À l'époque, je n'étais pas encore vraiment libertarien, même pas du tout. Et en fait, c'est grâce à lui, ou à cause de lui, qu'en poussant encore plus loin le raisonnement, je suis devenu libertarien. OK. Alors pas que lui, hein, mais il a fait partie des gens qui m'ont bien influencé pour rejeter toute la politique. Hmm. Et donc, quand l'occasion s'est présentée de faire des interviews avec lui il y a 2 ans maintenant, on l'a fait, quoi.
Ouais. Alors, il faut bien savoir que lui n'est absolument pas libertarien. Mais si on pousse sa logique jusqu'au bout, il n'y a pas le choix de le devenir. Mais il y avait, moi, ce que je trouvais beau dans votre échange, c'est qu'il y avait quand même une ouverture de part et d'autre. Puis je pense qu'il y avait une curiosité intellectuelle de sa part Ouais, à l'idée libertarienne. ouais. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis, bon, c'est pas pour rien que je t'ai demandé d'aller prendre une marche, c'est parce que je trouve que toi, tu es quand même un bon défenseur de cette idéologie-là aussi. Mhm. Puis, une idéologie qui, moi, que je suis de plus en plus curieux par rapport à, surtout aux États-Unis, je vois que ça prend beaucoup d'ampleur, le mouvement libertarien. Ouais. Puis, j'aurais envie qu'on plonge aussi dans les définitions ensemble, tu sais. Ouais, Comment toi, tu définirais cette idéologie-là? c'est la base de tout. Alors, si on prend ça stricto sensu, le libertarien, on va dire canal historique, et rigoureux dans ses développements intellectuels, c'est quelqu'un qui reconnaît la propriété privée comme le fondement de n'importe quelle société civilisée. Ouais. OK, je te donne un exemple. Là, en ce moment, on est au Parc Jarry. Ouais, Puis, au Québec, on est des grands, comment dire, défenseurs du domaine public. Fait que là, ils diront, ici, on dirait que c'est un parc public, tu sais. ouais. Donc, déjà là, on a une autre définition. Qu'est-ce que la propriété privée versus publique? La propriété publique, ça n'existe pas déjà. C'est un contresens. Parce que cette propriété, enfin, ce parc dans lequel on se promène, il est géré par une entité. Je suppose que c'est la ville de Montréal, je ne sais pas en fait, mais bon, je Ouais, pense que c'est un organisme de gens là. il y a des boîtes dans des boîtes, là. Voilà. Mais... Et donc ce sont eux qui décident ce qui s'y passe, c'est-à-dire à quelle heure on a le droit d'y aller, ce qu'on a le droit d'y faire. On ne peut pas faire n'importe quoi ici, il y a un règlement. Mhm. Et ben, ce règlement, et les gens qui l'appliquent, c'est la preuve que ces gens sont les propriétaires du parc. Mm. C'est pas toi ou moi, enfin en tout cas les gens qui seraient des payeurs de taxes qui financeraient le fonctionnement, eux sont les propriétaires légitimes, mais les propriétaires déclarés, ce sont ceux qui décident. Mm. Donc la propriété privée, ça commence déjà avec la reconnaissance mutuelle que la personne à qui tu parles est souveraine. Donc toi et moi, on s'est rencontrés de manière spontanée, on s'est donné rendez-vous ici, on se parle, tu me poses des questions, je te pose des questions, on se répond, etc. Si on n'est pas d'accord sur quelque chose, on va discuter de quoi, mais en tout cas, ce qui se passe en bout de ligne, c'est qu'on se reconnaît mutuellement comme souverain. Mhm. Si toi et moi on avait un désaccord, on aurait deux façons de le régler ce désaccord. C'est soit de discuter, soit de se taper dessus. Mais si on se tape dessus, c'est le plus fort qui gagne, c'est pas celui qui a raison sur, Ouais, c'est ça. sur le sujet dont on est, qui est l'objet de la dispute. Donc la propriété privée, ça commence avec la personne. Et le fait que ce parc soit déclaré comme public, ça stipule simplement que les gens qui habitent dans la région ou dans la ville sont obligés de payer sous menace de mort. Alors tu vas me dire c'est ridicule, personne n'est jamais mort pour pas avoir payé ses taxes parce que les gens cèdent. Moi non plus, je ne vais pas me battre avec la police pour pas payer les taxes. Ouais. Mais n'empêche que si je le fais pas, j'ai un huissier qui arrive. Mm. Ensuite, si je résiste à l'huissier, la police arrive pour me saisir physiquement. Et si je me défends contre la police, contre son kidnapping, la saisie, etc. de mes biens, je vais me faire tuer. Ouais. Au bout de chaque législation, il y a un gun, il y a une arme à feu, parce que ces gens-là, ce qu'on appelle l'État, se déclarent comme légitimes, disons, dispenseurs de la violence. Mhm. Il n'y a que eux qui ont le droit d'être violents, en fait. Exact. Ça, je pense que même Elon Musk qui l'a dit récemment dans une entrevue. Il dit l'État, c'est en tout cas, il y a le monopole de la violence. Exactement. Comme- Et donc ça, c'est une négation directe de la souveraineté individuelle des gens qui sont soumis à cette violence. Et c'est donc une négation directe de la propriété. Par exemple, ma maison, j'ai l'impression d'en être propriétaire parce que j'ai payé toutes les traites de l'hypothèque à la banque. Ouais. Néanmoins, si j'arrête de payer mes taxes municipales, la police arrive et j'ai plus de maison. Donc je ne suis pas vraiment propriétaire. Enfin, je le suis sur le plan légitime, je le suis. Mais sur le plan du fait, bah, le vrai propriétaire de ma maison, le propriétaire physique, on va dire, c'est la mairie. Mm. Et ça, c'est une négation directe de la propriété privée physique des choses et des biens, mais c'est aussi une négation directe de la souveraineté individuelle, parce que moi, j'aimerais bien ne pas avoir payé ces taxes. Mhm. Ou du moins, il y a un courant qui m'intéresse beaucoup, je pense qu'il qui se rapproche du libertarianisme, qui est celui du volontarisme. C'est-à-dire que si l'État nous offrait vraiment des services haut de gamme, ça nous ferait plaisir de contribuer Non, et non, de non, non, payer non, non, des non, non. taxes. Tu sais. Là, tu as prononcé le mot État. Ouais. Bon, c'est ça, ouais.
Si tu me parles d'une entreprise, par exemple, ce parc pourrait être la création d'une entreprise. Une corporation, une corporation. coopérative, peu importe. Là. Ça pourrait être une œuvre de charité, ça peut être n'importe quelle organisation, ou même simplement une personne riche qui décide de mettre à disposition des gens, peu importe. Ouais. Là, il n'y a pas de problème. On fait ça un petit détour par... Ouais. Et à partir du Ouais. moment où tu es soumis à une menace concrète et directe de subir de la violence pour financer ce parc, ou l'école qui est à côté, ou l'hôpital qui est à 2 rues d'ici, Ouais. bah, tu as violé la souveraineté des gens qui sont impliqués là-dedans, et donc tu es simplement un esclavagiste. Ouais. Enfin, le tu en question, c'est bien sûr l'État, la mairie, etc. Donc tu as stické sur le mot « État », qui est un mot sur lequel je stick moi aussi. Mais merci de me ramener, d'ailleurs. Donc, si on allait vers une définition, si on tentait de le définir, parce que c'est un peu ça, c'est comme quand je parlais d'une boîte tantôt, une boîte dans des boîtes, puis ça devient un fourre-tout, finalement. Mhm. Puis là, maintenant, les gens parlent... Ben, au Québec, on parle beaucoup de ça. Le gouvernement, le gouvernement... Oh, t'as un peu... Petit ballon. Vas-y. Hey! Hey, on peut se rendre service aussi. Bah voilà. Là, tu viens de faire une œuvre de reconnaissance mutuelle, tu as rendu le ballon à son propriétaire. Tu Et vois. voilà, et T'es un voilà. vrai anarchiste, mon gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu parlais du mot État. Le mot État, qui est un peu un fourre-tout. Au Québec, on parle beaucoup de le gouvernement. On aime ça chialer contre le gouvernement. Mhm. Mais c'est quoi, quand on tente de le définir, disons, là, ça serait quoi ta définition à toi, là, tu sais, du mot État ou du mot gouvernement? Alors déjà, les deux sont pas synonymes. OK. J'aime bien être assez pointilleux dans les termes. Gouvernement, c'est l'entité qui gouverne. Donc ça peut être très légitime. Par exemple, la direction d'une entreprise, la direction d'un hôtel, la direction d'un magasin, c'est un gouvernement. C'est lui qui décide comment ça se passe. De manière contractuelle, etc. On parlerait de direction générale. On Ouais, parlerait voilà. de- Donc c'est des gens qui prennent des décisions, on va dire. Ouais. Je vois pas de problème avec ça. En revanche, l'État, c'est appliquer cette méthode de gestion d'un ensemble de biens et de personnes avec la violence, comme je l'ai dit il y a 5 minutes. C'est-à-dire que l'État ne te pose pas la question de est-ce que tu es d'accord. Hmm. Alors il fait semblant de temps en temps de te faire des élections et des trucs comme ça pour te faire croire que tu contribues, enfin en tout cas que ta souveraineté est respectée, parce que tu peux décider qui va t'ordonner de faire Ouais, des ouais. choses. Pour Mais- se draper dans la vertu, là, Voilà. on a une légitimité d'être. Non, en gros, l'État, c'est la plus grosse organisation criminelle sur un territoire. Hmm. L'État, c'est l'ensemble des gens qui ont décidé qu'ils auraient le dernier mot sur tous les conflits qui se passeraient sur le territoire. Mhm. L'État, c'est la personne, l'entité qui monopolise la violence, comme on l'a dit, mais qui monopolise aussi la justice. C'est la même chose en fait. Il va décider comment ça se passe. En cas de conflit entre toi et moi, c'est l'État qui va décider par le biais d'un juge monopolistique Ouais. payé par nos taxes. Franc-maçon, probablement. Peut-être, ouais. Et voilà, donc même les conflits qui concernent l'État sont décidés par l'État, tu vois, le Mhm. problème. Parce que si toi et moi, on était en désaccord sur quelque chose, il n'y a pas un de nous deux qui serait le juge du cas. Ce serait pas possible, tout le monde Ça trouverait serait ça ridicule. un jury ou une tierce personne. Ou, Ben voilà, alors que quand tu es censé, disons, entre guillemets, négocier ou te battre contre l'État sur le plan juridique, c'est l'État qui va finir par décider parce que toute la justice, entre guillemets, est monopolisée par l'État. Hmm. Donc l'État, c'est, moi j'aime bien le slogan, l'État c'est la mafia qui a réussi, comme on dit tu sais, que une religion c'est une secte qui a réussi. Bah, l'État c'est la mafia qui a réussi, c'est la plus grosse organisation criminelle du territoire. Elle est en concurrence avec d'autres organisations criminelles comme les motards, je sais pas moi, la mafia chinoise, etc. Et même parfois des vases communicants. Là, je veux Oui, dire, oui, oui. Mais ils ça, se ce sont connaissent des bien. mauvais criminels, c'est des petits criminels de merde qui n'ont pas compris comment ça marche. Les bons criminels, eux, ils sont fonctionnaires et vont dans l'État, parce que là, ils ont vraiment les coudées très larges. Et Ouais. là, c'est là qu'on fait du vrai cash. Ouais. C'est pas en étant dealer de weed ou je sais pas quoi. Le vrai criminel, c'est celui qui arrive à monter très haut, qui arrive à devenir ministre, premier ministre, etc. Ouais. Mais justement, tu as parlé de religion, tu as dit un culte, une religion, c'est un culte qui a réussi. Je trouve ça drôle, ça me fait rire. Mais à quelque part, les États, c'est un peu les enfants de la religion. Je veux dire, les États n'auraient pas existé. Ben, bon, de la royauté, mais de la royauté qui s'est christianisée beaucoup en Occident. Puis, je veux dire, ils se sont calqués sur quelque chose. C'est pas pour rien qu'on dit le mot ministre, ministère, tu sais, dans. Peut-être, mais ça ne me concerne pas, ça. Je veux dire, sur les origines
Et l'évolution au cours de l'histoire de ce qu'est devenu l'État, etc., avec des religions, des machins peut-être, mais ça m'intéresse pas tant que ça. C'est intéressant en soi, mais c'est pas pertinent sur la discussion qu'on est Ouais. censé avoir sur les définitions et qu'est-ce que c'est l'État, parce que ce soit ici en Occident avec des religions chrétiennes, ou en Asie avec des religions, je sais pas moi, bouddhistes ou quoi que ce soit, ou musulmanes, c'est les mêmes fonctionnements. Il y Hmm. a une pourriture qui s'appelle l'État, qui se greffe sur la société et qui la pompe. Hmm. L'État ne fournit jamais rien. Sinon, on le saurait. Je veux dire, l'État ne vit que parce qu'il soustrait à la société. Ben, qu'il y a un membership, en fait. La citoyenneté étant une sorte de membership, où est-ce que, comme tu disais, tu sais, dans l'Église, ils appellent ça la dîme, mais là, ici, on appelle ça, l'État appelle ça les taxes. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de... Ouais, une sorte on d'équivalence. peut faire des parallèles. Je connais pas du tout les détails de la dîme et autres trucs, mais j'ai l'impression que c'était plus ou moins volontaire, non? Oui. Ben, mais tu sais, on s'entend que... Tiens, je vais changer de bras. Ouais. On s'entend que ça s'est beaucoup modifié au fil du temps, mais il y a un certain moment où le maillage culturel était tellement fort que les gens se sentaient coupables de ne pas cotiser, puis tu sais, t'allais te faire donner une petite coudée, puis tu sais, c'est comme... Peut-être, mais t'allais faire... qu'il y ait de la pression sociale, des trucs comme ça, au niveau religieux, certes. Ouais. Néanmoins, moi, ce qui m'importe dans tout ça, c'est, même si c'est très difficile, et qu'il faudrait peut-être quitter sa famille, sa région, son pays, etc., tant que c'est pas obligatoire sous menace de mort, ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, je peux le considérer comme quelque chose de civilisé quelque part, quoi. Alors que l'État, que ce soit au niveau municipal, provincial, fédéral, quoi que ce soit, son seul modus operandi, c'est de t'attaquer physiquement. T'as pas le choix, je veux dire. Ouais. Quand on t'envoie ta déclaration d'impôt, c'est pas est-ce que tu as envie? Non, si tu le remplis pas, bah, la police débarque. Quand Ouais. tu vas acheter dans un magasin, si tu payes pas la TPS à tes véhicules et que tu te fais avoir, bah, tu vas en prison. Enfin, tu payes une amende ou je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est pas volontaire, ça. C'est pas un choix que tu peux avoir. Hmm. Et le fait que tu pourrais voter pour quelqu'un qui pourrait éventuellement abolir ces trucs-là, c'est pas non plus un choix. C'est une illusion du choix. Puis... Oui, c'est une illusion, mais c'est simplement de l'enfumage. Comment dire, comme on disait tout à l'heure, ça te fait croire que tu participes à cet esclavage généralisé. Moi, j'appelle tous ces gens ici des esclaves, et moi compris, toi compris. Hmm. L'esclavage, c'est bien le fait de devoir travailler et de donner le fruit de ton travail à quelqu'un d'autre sans ton consentement. Ouais. Ça, on parlait des définitions. Un terme aussi qui est très important dans la doctrine libertarienne, c'est le terme consentement. Ouais. Alors, quand Et on parle-tu de consentement aussi même? Souvent, on entend consentement éclairé. C'est-à-dire que, tu sais, si moi, plutôt, on a un contrat, Ouais, mais que, justement, on s'entend pas sur les définitions, ou que... il fallait que pas le signer. Exact, mais combien de gens vont les lire, les petits caractères, tu sais? Non, mais attends, C'est-à-dire... un contrat illisible avec des petits caractères, moi, je le signe pas. Voilà. C'est Ouais. simple. S'il y a des doutes, je demande qu'on éclaircisse mes doutes. Ouais. Si tu signes un truc sans le lire, c'est de ta faute quelque part. Je suis pas en train de défendre hein, les trucs qu'on nous envoie sur internet, les machins, il faut lire 800 pages, et cliquer, j'ai lu, et puis dire ok. Je suis pas en train de défendre ça parce que ça, c'est des conséquences de la législation. C'est encore notre conversation, ça. Ouais. Mais dans une société libre, où on ne serait pas soumis à ce terrorisme politique qui nous oblige à faire des choses contre notre gré, un contrat serait simple et lisible. Ouais. S'il ne l'est pas, tu demandes des éclaircissements. Et si tu as des doutes, tu ne le signes pas. Et à l'époque, justement, pour faire le parallèle encore avec la religion, mais à l'époque, ils utilisaient le mot de bonne foi. Tu sais, quand on est de bonne foi ensemble, puis on met les mêmes termes sur un contrat, sur un papier, puis on sait que les deux, on est capable de se serrer la main et de dire on s'est entendu là-dessus. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais souvent, justement, dans nos interactions, que ce soit avec l'État ou même avec les grosses corporations qui agissent comme sensiblement de la même façon, mais tu sais, on sent que c'est pas clair. On sent que justement, c'est... Ben, regarde, il y a un terme que j'ai pas encore employé qui est le terme droit naturel. Ça, c'est la base justement de la doctrine libertarienne. Le droit naturel, c'est cette fameuse reconnaissance mutuelle, cette souveraineté individuelle qu'on doit respecter pour se qualifier d'être humain civilisé. Et quand tu parles de grosses corporations et de trucs louches comme ça, c'est vrai que ces entités-là peuvent amener à des interactions douteuses, mais ce n'est possible que parce qu'elles sont, comment dire, arrimées à l'État. Hmm.
ce sont des complices de l'État. Moi, les grosses corporations comme, je sais pas, moi, Microsoft et compagnie, je ne considère pas ça comme des entreprises privées et des fleurons du capitalisme. Tu as parlé d'Elon Musk. Pour moi, c'est le pire exemple. Ouais. C'est une pourriture, ce gars-là. Même s'il est très brillant, peut-être, etc., c'est pas la question. C'est une pourriture complice de l'État. Il est milliardaire grâce à l'État et pas grâce seulement à son génie. Exact. Donc, ça, c'est pour faire une petite tacle à ces gens qui pensent que ce type de personnage est libertarien. C'est pas vrai, moi je me reconnais absolument pas dans ces personnes-là. Et dans une société libre, débarrassée de l'État, ce ne serait pas possible pour ces entreprises de te fournir des contrats illisibles. Parce que si elles peuvent le faire maintenant, ou si elles doivent le faire, des fois elles ne sont pas toutes complices, ces entreprises ne peuvent non plus faire des généralités comme ça à la planche, mais c'est que la législation est tellement complexe à cause de l'État qui trouve un intérêt. La législation, elle sert à te coincer, elle ne sert pas à te protéger. Et on est tous en train de violer au moins 4 ou 5 lois. Ça, c'est une espèce de slogan, mais c'est fait pour. Ouais. C'est que si on a envie de te couper ta chaîne YouTube, par exemple, Ouais. peut-être qu'on ne pourra pas le faire pour les propos que tu y tiens, mais on va trouver un truc. Oui, il n'a pas payé cette taxe, il n'a pas coché cette case, Ouais. et on va t'avoir comme ça. Bref, donc les contrats illisibles, c'est une conséquence de ça, de la complexification absurde du droit positif, celui qui est imposé par l'État. Et ces entreprises énormes qui sont actuellement connues dans le monde n'existeraient pas dans un monde libre. Sans le soutien de l'État, il n'y a pas d'Elon Musk. Non, exact. Donc, dans une société libre, il n'y aurait pas d'Elon Musk. Il y aurait peut-être des entreprises du même genre, mais certainement pas aussi grosses, parce qu'à cause de la concurrence, qui pour l'instant est abolie par le travail efficace de mafia, de l'État en fait, qui protège ces gens-là contre la concurrence, et dans une société qui serait débarrassée de ce genre de mécanismes, on n'a plus d'entreprise qui peut se développer à des tailles aussi gigantesques. Parce que dès qu'une entreprise devient aussi grosse que ça, elle perd en efficacité pour des raisons économiques, et les concurrents arrivent à leur tirer des parts de marché, et ça rééquilibre un peu le jeu. Ouais, exact. Mais là, tu commences à toucher à une autre définition que j'aimerais aller, qui est celle justement du libre marché. Parce que je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, au Québec, on pourrait penser à, justement, souvent on nomme entre guillemets, nos fleurons, là, tu sais, mais Bombardier, Couche-Tard, le Cirque du Soleil, etc. Mais tout ça, c'est des entreprises qui ont survécu grâce, entre autres, à des subventions, puis à Voilà. des exemptions de taxes, etc. Voilà. Tu sais, c'est comme... Puis ils se sont accoquinés. D'où, si je me trompe pas, c'est Étienne Chouard qui a employé aussi capitaliste de connivence, ou en tout cas qui l'a peut-être popularisé. Mais tu sais, on n'est plus dans du capitalisme pur. Absolument pas. Et dans un libre marché. Non. Le capitalisme de concurrence, c'est exactement tout ce qu'on vient de discuter. C'est ces entreprises qui sont des complices de l'État, qui sont protégées par l'État. Comme quand une mafia de quartier protège, entre guillemets, des petits commerces, elle les raquette. On va parler de Saputo. Voilà. Bon, elle raquette les commerces, en même temps, elle empêche les concurrents de se développer. Mais si tu mets ça à grande échelle, tu as le fonctionnement de l'État. Et c'est exactement le problème, un des problèmes qu'on a dans la sphère libertarienne, la sphère authentiquement libertarienne, pas celle d'Elon Musk, c'est de faire comprendre aux gens que ce qu'ils critiquent à juste titre sur les grosses entreprises mondiales, etc., les groupes transnationaux, les milliardaires et tout ça, c'est pas le capitalisme qui est en cause. Et c'est pas le capitalisme qui critique, c'est comme tu l'as dit, le capitalisme de connivence. Moi j'appelle ça du socialisme de connivence. C'est le communisme 2.0 parce que n'importe quelle idéologie évolue comme les technologies. Ton téléphone là par exemple, il y a 20 ans il n'existait pas. Il y a 30 ans on avait encore des trucs à cadran. Tu sais. Ouais. Et les idéologies c'est pareil, ça évolue. Et le communisme, le socialisme brutal et stupide à la Staline du siècle dernier, ça n'a pas donné des résultats folichons. Donc les gens les plus malins parmi les parasites politiques ont trouvé d'autres méthodes pour asseoir leur domination politique par le biais du socialisme et du communisme, et c'est ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que, alors après c'est peut-être un truc qui va faire rire les gens, mais pour moi il n'y a aucun parti politique qui n'est pas communiste. Même Éric Duhem. Tous ces gens-là sont tous quelque part des défenseurs Poilièvre et compagnie. Ce sont tous des défenseurs acharnés de l'État. Ouais. Et en vertu de ça, ce sont des communistes, parce que le communisme et l'État sont synonymes. Je sais bien que les communistes vont sauter au plafond et dire mais non, on veut se débarrasser du machin,
Karl Marx, je connais toute la doctrine, enfin, en tout cas dans ses grandes lignes. Pourtant, ça ne peut pas exister autrement qu'avec, enfin je parle du communisme là, ou du socialisme, ça ne peut pas exister autrement qu'avec une sorte de comité central qui dirige tout. C'est ça, c'est la socialisation des moyens de production. Et ben, c'est ce que font les gens actuellement dans tous les partis politiques. Et comme tu as souligné les connivences de Couche-Tard, de Bombardier avec l'État québécois, moi j'appelle ça du communisme. Ouais. T'as l'apparence du marché et de l'entreprise privée, mais c'est quand même les gens comme toi et moi qui, par nos taxes, permettons à ces entreprises d'exister parce que leurs produits ne sont pas assez bons pour avoir assez de clients. Et donc, on est dans ce truc lamentable qui est la démocratie, qui est en fait le pire du communisme avec le pire du fascisme, les deux ensemble. Parce que la définition du fascisme, c'est l'État qui décide tout, mais qui laisse une apparence de propriété privée. Dans les fascistes historiques là, de Mussolini et compagnie, ou ceux de Adolf Hitler, j'espère que j'ai pas fait sauter ta chaîne, faisaient croire à la propriété privée, à l'entreprise, etc. Néanmoins, toutes les entreprises avaient des commissaires du gouvernement à l'intérieur pour vérifier ce qui se passe, pour obliger les entrepreneurs à fabriquer certaines choses, à se fournir chez certains fournisseurs, à vendre d'une certaine manière, à un certain prix, etc. Un peu comme le siège du Vatican ou le All-Seeing Eye qui appelle l'espèce d'œil qui est là tout le temps, l'œil de Sauron là, qui est là dans tous les domaines puis qui s'assure que tout fonctionne dans tes intérêts. Et ça, c'est un mécanisme qu'on a ici, enfin, en Occident démocratique, etc., tous les jours de toute ta vie, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire la liste de tous les règlements auxquels toutes les entreprises sont soumises. C'est exactement ça. Et ça, c'est un des côtés de la chose, c'est la simulation de la propriété privée dans laquelle on baigne. Et d'un libre marché aussi, la simulation de... simulation d'un libre marché. Et de l'autre, c'est ce socialisme rampant où tout est taxé, il y a de la redistribution en permanence par différents programmes sociaux, etc., où tout le monde se fait piller, et tout le monde est plus pauvre en bout de ligne, sauf évidemment cette petite caste de parasites au sommet de tout ça qui en profitent parce que s'ils font ça, c'est bien que ça leur serve à quelque chose. Cette caste-là auquel tu fais référence, là, moi, souvent, j'ai appelé le Québec un genre de... Avant, ils appelaient ça une social-démocratie, mais tu sais, j'appelais ça un peu du socialisme soft, là, si on veut. Là, c'est ça. Mais cette caste-là à laquelle tu fais référence, c'est pas... Moi, j'y vois une sorte de continuum. Quand les grands industriels sont arrivés puis ont développé l'Amérique, par exemple, ils les appelaient entre autres les Rubber Barons à l'époque, là. Tu sais, les Rockefeller de ce monde, là, les Cargill et compagnie. Ben, eux, ils arrivaient avec le capital, dans le fond, tu sais. Puis eux ont développé, exemple, le Bell avec ses lignes téléphoniques, tu sais. Bien sûr, il a mis en place l'infrastructure pour amener le téléphone, on va dire, tu sais. Mais après ça, il n'y en aura pas deux Bell. Tout comme il n'y aura pas deux Facebook, tu sais. Tout comme il n'y aura pas... Dans le sens que... Si, pourquoi pas? Il y en aura deux s'il y avait un marché libre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'infrastructure, dans ce cas-ci, mettons, qui a été développée? Comment dire, dans quel contexte? Ben, mettons qu'on prend justement le réseau de lignes téléphoniques qui a été développé probablement en partie avec du capital privé, puis en partie avec justement des subventions de l'État. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'on fait pourquoi? À partir de maintenant, avec cette espèce de facto-là. Si on voulait aller dans une société libre? Ouais, exact. Ben écoute, là, c'est très compliqué dans les détails de savoir quoi rendre à qui, mais dans le principe, c'est quand même assez simple. Toi et moi, on s'est fait piller toute notre vie pour payer ces trucs-là. Il faut nous rendre le pognon. Voilà, c'est simple. Ouais. Mais après, il faut calculer tout ça, c'est très compliqué sans doute, mais néanmoins, le principe, c'est de restitution. La justice libertarienne, c'est la restitution, la restauration. C'est-à-dire que deux personnes en conflit, si moi je t'attaque et que je te vole ton téléphone, eh ben, il faut que je te le rende. Et puis que je te rende aussi quelque chose en plus pour les dédommagements des recherches que tu as dû faire et des démarches que tu as dû faire pour me poursuivre. Et une fois qu'on est retourné chacun dans notre droit de propriété, les plateaux sont égaux et c'est ça la justice. Donc que ce soit à petite échelle comme un vol de téléphone ou à échelle continentale avec des lignes téléphoniques, le principe reste le même. Donc restitution. Je ne sais pas comment ça peut se faire dans les détails des détails des détails,
Mais c'est ça qu'il faut faire pour rétablir la balance. T'as pas le choix, quoi. Tu vois, moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça que j'avais envie de te parler parce que moi je viens, tu sais, toi, tu es dans une ville, Montréal, je sais pas, il y a probablement 1,5 million maintenant. Ouais, ouais. Puis moi, je suis dans un village de 1500, 2000 habitants, tu sais. Puis honnêtement, la game politique, c'est clair que je crois pas. J'ai toujours une fibre anarchiste. Mais aux dernières élections municipales, je me suis dit, OK, je vais me présenter Ah comme ouais, maire. ok. Donc, je me suis présenté. Pourquoi? Parce que je considérais qu'à petite échelle, il y avait peut-être encore moyen de faire quelque chose, tu sais, d'éduquer les gens, de véhiculer des idées, puis peut-être de devenir une espèce de laboratoire pour une autre approche, tu sais, à la politique, tu sais. Moi, j'ai Ou- un site web qui s'appelle partidémission.org. OK? C'est mon parti politique. Et là-dessus, il y a une ligne au programme, c'est démission. Donc si ton programme c'était de démissionner le jour où tu étais élu, je veux bien. Sinon le reste, laisse tomber, quoi. Parce que tu vas forcément devenir un parasite. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire tu vas être payé par des taxes, c'est immoral, c'est injuste, c'est laid. Ouais, Maintenant, je reconnais qu'il y a deux discussions à avoir. Celle des principes, des définitions, etc. Et puis celle de la stratégie. C'est pas la même conversation. Alors peut-être que dans ton cas, justement, dans un petit village, je peux comprendre qu'on puisse s'engager en politique si l'objectif c'est de réduire l'emprise de la mairie sur les gens. exact. Si ton programme c'était je vais abolir la mairie en gros, ouais. Ou du moins amorcer un démantèlement, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Et faire comprendre aux gens que de toute façon ils seront plus riches et plus prospères et plus heureux en général, c'est tout, quoi. Il n'y a même pas que des questions d'argent, tout ça. C'est simplement plus libre et plus heureux Ouais. sans une entité qui va leur interdire, je sais pas moi, d'allumer des feux, des machins. Parce que Les gens sont à bout, honnêtement, des permis, des c'est demandes de ça, il y a permis, des taxes, les des permis, nouvelles les taxes, machins, des c'est taxes une chose. déguisées. Après, tu as les arguments qui sont d'ailleurs recevables. Oui, mais si tu fais un feu, ça peut foutre le feu à la forêt, Ouais, ou alors toujours. ça peut polluer ceci et cela, mais tout ça se règle par une Par gestion des l'éducation. droits de propriété. Oui. C'est pour ça que c'est la base de tout le droit de propriété, parce que si par exemple, tu abolis un règlement qui interdit de faire des feux de cheminée, donc les gens font des feux, et là, ça déclare un incendie. Et il y a quelqu'un qui perd sa maison à cause d'un feu que j'aurais allumé. Et ben je suis responsable, je dois réparation à la personne qui a subi des dommages à cause de mon acte. Ouais. Alors, Et si, mettons, dans ce cas-ci, là, j'essaie vraiment là, de pousser là, pour comprendre là, tu sais, le hein, raisonnement, mais souvent, ce qui va se passer dans le système, on va dire, de justice actuel, c'est que, disons que toi, tu as causé un incendie qui a créé des dommages, hein, mais tu es insolvable, tu n'as pas d'argent. ouais. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mettons, dans une justice libertarienne, disons. Il y a plein de possibilités. Une des possibilités, c'est que Est-ce que là, j'ai le pouvoir sur toi et tu deviens mon esclave jusqu'à temps d'avoir bah, remboursé? l'esclavage volontaire, je n'y crois pas, c'est pas compatible avec la souveraineté individuelle, etc. En revanche, j'ai une dette et Ouais, je dois rembourser ma dette. Peut-être que je n'y arriverai pas. ouais. Je Mais du comprends. moins, il faut s'entendre. Il faut s'asseoir, puis il faut s'entendre, puis tu dois te responsabiliser des dommages C'est que tu as ça. créés. Et puis la bonne question à se poser, en fait, c'est quelle est la différence entre la situation que tu viens d'évoquer et la même situation dans notre société actuelle. Mhm. C'est ça qui est intéressant. Parce que dans la société libre, il n'y a pas d'État. Donc c'est des assurances, des entreprises privées, des trucs comme ça qui vont devoir s'impliquer dans le problème. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, mais en plus, tu as l'État par-dessus qui qui te suce le sang. Et si l'État décide, par exemple, de rétribuer la personne victime de l'incendie que j'ai causé moi, il va faire comment l'État? Aux dépens des gens qui sont taxés. Mhm. Donc ça va créer encore plus d'injustice que dans une société libre, puisque dans une société libre, rien n'empêche des gens de faire de la charité, de se mettre en association, etc., pour prévenir ce genre de cas. Mais actuellement, si c'est l'État qui prend l'initiative de piller tous les gens du quartier pour rembourser le gars qui a perdu sa maison à l'autre bout de la rue, eh ben, tous ces gens sont spoliés, je suis désolé. Ouais. On leur a pas demandé leur avis. Mhm. Donc c'est pire. La philosophie libertarienne, ce n'est pas une promesse de paradis où tout va marcher sur des roulettes. Il y aura toujours des accidents, des criminels, des fous, enfin tout ce que tu veux. Ouais. La promesse, en revanche, de la philosophie libertarienne, c'est de minimiser les dégâts
en cas de problème. Hmm. Et la garantie qu'on a dans une démocratie ou dans n'importe quel système étatique, c'est de maximiser l'enfer. Tu ne peux pas faire pire. Non, ça, c'est Je clair. veux Je dire, pense que là, en là, ce on est moment, rendu au moment où on se parle, on est entre. On n'est pas trop sûr si c'est pas la Première Guerre mondiale, on est d'accord? la troisième, ouais, Hein. c'est... Bon, qu'est-ce que tu veux faire de pire que ça? Bon, c'est un cas bien sûr anecdotique et extrême, mais néanmoins, la question à se poser dans tous les cas de figure où des gens qui nous écoutent vont se dire oui, mais dans ce cas-là, comment on fait? La réponse est toujours la même. C'est que dans un cas problématique, que ce soit de la pollution, ou du crime ou de n'importe quoi, dans une société libre, ce sera toujours mieux réglé que dans une société étatisée qui va forcément piller et réduire en esclavage des innocents qui n'ont rien à voir dans l'histoire parce que c'est du capital politique. Ça. Quand tu ramasses, je sais pas moi, 1 million en taxes pour financer, je sais pas, une école pour enfants handicapés, par exemple, ça fait très, très joli sur le papier, mais tu as 1 million de dollars qui a été volé. Alors que dans une société libre, le même cas ne pourrait pas avoir lieu et cette fameuse école serait peut-être mise en place par une œuvre de charité. Ouais. Et si les gens disent ah oui, mais les gens sont bêtes et méchants, ils voudront jamais faire de la charité, c'est pas vrai. C'est simplement pas vrai. L'État a simplement monopolisé l'industrie de la charité et de la redistribution qui Exact. existait avant. On peut mettre ça à peu près 1870, là à peu près Bismarck en Allemagne, qui a inventé l'État-providence. Mais en fait, il a simplement fait que monopoliser ce qui existait déjà, parce que les gens n'ont pas attendu Bismarck pour s'entraider et pour faire des syndicats, des associations, des mutuelles, des trucs comme ça, où les gens s'entraident de façon spontanée, enfin peut-être pas spontanée, mais en tout cas volontaire, Hmm. parce qu'ils y voient leur intérêt. Au 19e siècle, tu avais des syndicats où on te fournissait de la formation professionnelle, des soins médicaux, on te donnait de l'argent quand tu tombais malade, tu ne pouvais plus travailler. Ouais. Exactement ce que prétend faire l'État de nos jours. Ça existait bien avant l'État, tout ça. Exact. Ben, au Québec, en tout cas, moi, je parle de ce que je connais, là, tu sais, mais on voit très bien que l'État, comme je te disais tout à l'heure, a repris l'éducation qui était gérée par des congrégations Ouais, religieuses, a ouais, ouais. repris la santé qui était gérée, a Ouais, repris, ouais. comme tu dis, la charité. Tout ça, avant ça, c'était des congrégations religieuses qui portaient ça à bout de bras, là, tu sais, là. Puis ils comptaient pas leurs heures, là, c'était pas des salariés, ces gens-là, Est-ce là. que tu as lu un bouquin qui s'appelle Une révolution pour rien? Non, parle-moi-en. Ça, je te suggère fortement de le lire. C'est sur l'histoire du Québec et ça parle de ce que tu dis là. Ça m'a fait penser à ça quand tu l'as dit parce que c'est quelqu'un qui a écrit ce bouquin il y a quoi, 2 ans maintenant? OK. Et ça te retrace environ un siècle de l'évolution de ça, de ces organisations religieuses ou pas d'ailleurs, Ouais. qui, qui s'occupaient des pauvres, des malades, des gens qui avaient besoin d'aller à l'école et tout, et qui petit à petit ont passé le bébé à l'État. Exact. Je Puis, recommande la lecture de ce livre, c'est une les gens qui révolution pour s'intéressent. rien. C'est ça, ça parle de la révolution tranquille en gros, quoi. Exact. Ouais. C'est pas une révolution du tout d'ailleurs, mais bref. C'est une étatisation. Exactement. OK. Fait que je reviens un peu à mon histoire de... Je me suis présenté à la mairie. Ouais. Puis là, j'ai eu quand même eu 25% des votes. Ah, quand même! C'était Bah, quand même t'es intéressant. arrivé combienième? Deuxième. Oh! Ouais, ouais. Putain! C'était Pas mal. intéressant quand même. Mhm. Puis tu sais, j'ai joué ça soft, là. Je me suis pas présenté comme un libertarien nécessairement, quoique les idées que j'amenais parlaient de paramunicipal, donc de commencer à créer du stock autour de la municipalité Mhm. pour, dans le fond, la rendre obsolète. Ouais, ouais. C'est inspiré de Buckminster Fuller, là, qui est un inventeur américain qui disait ça. Il disait Mhm. arrêtez de vous battre, créez autre chose qui rend l'ancien obsolète. Tu sais. Exactement. Et là, après ça, bon, je me suis retourné avec mes 25%. J'ai dit bon, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Puis, j'ai dit bon, peut-être que l'aspect politique, c'est un terrain miné. Mais si on veut vraiment, parce que moi, je raisonne beaucoup avec tout ce que tu nommes, tu sais, puis cette espèce de société libre-là, il faut la prototyper, il faut l'essayer, il faut créer des îlots de, tu sais. Puis j'ai dit, ben, il nous reste encore le secteur culturel puis le secteur économique. C'est là qu'on peut devenir vraiment des agents Mhm. pour semer, tu sais, comme justement, on parle des grands entrepreneurs à la Elon Musk, etc., là, tu sais, là, mais eux, ils amènent, bon, leur vision à eux, mais comment nous, on fait en tant qu'agents qui portons cette idée-là de la liberté toujours de nos jours pour amener, c'est quoi les premières actions, les premiers jalons là, tu sais, là, pour cheminer,
pour créer des premiers bastions Je sais pas. de Il liberté. n'y a pas de recette miracle, ça dépend de chacun. On passe par là? Ouais, on abstrait. Allez, un peu d'aventure. Je t'amène sur cette conclusion-là parce que Ouais. j'ai envie qu'on se laisse sur... tu sais, on a une opportunité en ce moment ensemble. Il semble y avoir... je veux dire, les gens, comme je disais tantôt, sont de plus en plus tannés. Tu sais, on se cherche beaucoup. Puis, c'est pas les duèmes ou même... J'ai vu l'entrevue que tu as fait avec le Parti libertarien, puis ça m'a fait rire tout le long parce que c'est comme... OK, c'est pas sérieux, là. Tu sais, là, je veux dire... Je regarde, Ouais. par exemple, ce qui se fait aux États-Unis. Par exemple, le Free State Project, dont je t'ai parlé à quelques reprises, là. Ouais, je comprends. C'est des gens qui se donnent rendez-vous. OK, on prend ce petit village-là, cette région-là, on s'en va là, puis ça sera pas parfait, comme tu dis, mais on va au moins rassembler les gens qui ont une même mentalité puis qui ont une même aspiration. Tu sais. Déjà, quand tu parles de première étape, tu vois, ces gens-là se sont regroupés autour d'une idée. Ouais. Ben, c'est la première des choses à faire, c'est promouvoir des idées. C'est pour ça que j'ai ma chaîne YouTube, que tu fais la tienne, etc. Que tu poses aussi. Ouais. Euh, c'est dans la tête de chacun que ça se passe avant toute chose. Ouais. Donc moi, modestement, mon petit objectif personnel, c'est d'arriver à dissuader un maximum de gens de voter, par exemple. Mm. Même pour des gens comme toi. Parce que la voie de l'entrisme, c'est un échec obligatoire pour toujours. Tel que illustré depuis maintenant 200 ans de démocratie moderne, mais de toute façon, c'est voué à l'échec éternel parce que un élu se retrouve, même avec la meilleure volonté du monde, en opposition, si son objectif c'est de faire disparaître l'État ou la municipalité, Ouais. avec tous les fonctionnaires qui sont dedans. Exact. Eux, leur but c'est de rester là, c'est pas de s'en aller, sinon ils seraient déjà Ah partis. ouais. Tous les employés de la municipalité, moi, ils n'ont pas aimé mon discours. Bah voilà. Donc c'est une voie à morner parce que même si tu avais été élu, bah les mecs ils auraient freiné les cas de fer. Ouais. Et puis ils t'auraient fait les pires emmerdes. Enfin en tout cas, je sais pas où ce serait allé dans ton cas, mais on a plein d'exemples comme ça de gens qui se sont présentés comme l'autre fils de pute pardon. En tout cas il m'énerve. Milei en Argentine. Ouais. C'est une catastrophe monumentale. Ce type-là n'est pas libertarien, j'insiste. Je ne me reconnais pas dans Milei, moi, hein, attention. Hein. Ce sont des gens qui usurpent l'identité. Bref, je reviens au sujet. Les démarches, au stade où moi je le vois avec ma petite tête, c'est commencer par parler de tout ça. Mm. Donc faire des chaînes YouTube, écrire des livres, des machins, pour convaincre les gens que l'idée même d'un État, même d'un petit État comme une municipalité, c'est le contraire de la civilisation. C'est Mm. l'inverse absolu. C'est l'esclavage. On a aboli l'esclavage privé maintenant il y a quelques décennies, ou disons 2 siècles. Ouais. On l'a remplacé par l'esclavage public. Toi et moi, on n'a plus le droit d'acheter des gens pour qu'ils soient nos esclaves. En revanche, l'État, lui, il a tout le monde comme esclave en dessous. Mm. Donc, c'est simplement de faire un maximum de gens se rendre compte de ça. Ça, c'est la première des choses. Après, pour aller plus loin, donc comme j'ai dit, dissuader les gens de voter. Parce que comme tu l'as dit, rendre les choses obsolètes, c'est bien. Eh ben, quoi de mieux pour rendre les politiciens obsolètes que de ne plus voter pour eux? Mm. C'est-à-dire, Mais est-ce qu'il faut pas, en même temps qu'on fait ça, construire en parallèle, justement, voter pour nous-mêmes, c'est-à-dire créer notre propre connivence avec les gens? oui, Parce que tu parlais, oui, les idées, mais en même temps, moi, je suis beaucoup dans le relationnel. Je me dis, ça va se passer. Il faut qu'on se crée nos propres sociétés secrètes à absolument. nous, Et nos j'allais propres. j'allais y venir. Ouais, OK. Parce que on fait rien dans notre coin tout seul, donc c'est des communautés qui doivent se former. Ouais. Mais des communautés, comme tu l'as mentionné avec le Free State Project, ça se monte autour de soit de valeurs, soit d'idées, mais enfin il y a quelque chose qui relie les gens, sinon c'est pas une communauté, d'accord? Ouais, Et d'accord. donc monter des communautés, même qui ne seraient pas forcément physiquement réunies ensemble, c'est un truc intéressant. Et c'est ce qu'on fait avec, moi par exemple, je suis très en relation avec des libertariens en France. C'est ça, en France, il y a quand même un gros mouvement, hein? Non, Non? Pas tant? C'est marginal encore? ouais, c'est très marginal. OK. Il y a plusieurs personnes de très très grande qualité, mais ça ne représente pas des dizaines de milliers de personnes non plus. Hein. OK. Et donc, dans ces actions-là, c'est ça que je vois, c'est développer des relations et des communautés pour, entre guillemets, faire du prosélytisme, hein, si on veut, puisque tu voulais parler de religion. Et une fois que les gens seront persuadés et convaincus, et que ce soit naturel pour eux que l'État, c'est Satan,
et ben on a gagné. C'est sûr que là, ça devient en tout cas de plus en plus évident que ce qu'on appelle parfois le régime Epstein. Toute la gang Ouais, au voilà. sommet, là, ils Mais, sont. l'illusion, c'est de croire qu'en changeant les pourritures au pouvoir par des gens qui seraient moins Epstein que ce qu'on a maintenant, ça va tout changer. C'est faux. Ouais. Parce que moi, mon rêve ultime, hein, c'est de ne plus avoir besoin de prononcer le mot libertarien. Hmm. Moi, j'aimerais bien ne plus jamais avoir à parler de ça de ma vie, quoi. Ouais. Parce que ce serait naturel. C'est ça, mais là, il y a toute une culture justement à développer, là, tu sais, faut qu'on. Un réflexe, ou tu sais, faut que Ouais. ça soit quelque chose qu'on Mais intègre regarde, au comme profond de j'ai nous. Je te parlé. dis pas que c'est pas là, je pense que c'est déjà là en nous. Oui, mais regarde, tout le monde Mais est libertarien pour lui-même et socialiste pour les autres, hein. ouais, c'est ça. Grosso modo, moi, c'est ça que je constate. Je vais parler avec n'importe qui, même. Moi, j'ai plein d'amis qui sont très à gauche et tout. Et eux sont les premiers à s'offusquer de ci et ça, qu'on les a emmerdés, etc. Ouais, Mais dès que ça les concerne plus, c'est ça. ah bah c'est bien qu'on taxe ou qu'on réglemente. C'est Tu le vois. fameux pas dans ma cour, là, Ouais, qu'on c'est ça, exactement. ouais. Et comme je disais, là, j'aimerais bien pouvoir parler de libertarisme parce que on a parlé d'esclavage tout à l'heure en mentionnant le fait que ça fait 2 siècles que ça n'existe plus. Mais ça n'existe plus d'ailleurs d'abord dans la tête des gens. Tu sais, va un cran plus loin, ben, nous aussi on est esclaves de la mairie, du provincial, etc. Et ce qui serait bien, c'est qu'on ait tous la même réaction face au mot esclave, qui est synonyme de taxpayer, de contribuable. Ouais. Et là, on aurait gagné, je veux dire, même sans avoir à faire aucune révolution, parce que pour les gens, ce serait normal de plus jamais payer une scène de taxe. Mais c'est juste un symbole de l'esclavage, ça. Hmm. Que t'as parlé des permis, t'as parlé d'autres trucs. Ben, c'est ça l'esclavage, c'est que ta vie est encadrée comme celle d'une vache dans un élevage. Ouais. Si on pouvait cesser d'être des vaches, d'élevage, c'est quand même un gros progrès, quoi. Alors c'est tout pour cet épisode de Sacrum avec Laurent Saïter à Montréal. J'espère que vous avez apprécié en apprendre un petit peu plus comme moi sur la philosophie libertarienne. C'est sûr que dans une balado de 30-40 minutes, on fait juste effleurer la surface de sujets aussi complexes. Mais une chose que moi je retiens de cette balade avec Laurent, c'est si on est capable juste de s'ouvrir les œillères un peu et de se poser les bonnes questions, à savoir, est-ce que nous sommes réellement libres dans la société qu'on nous propose? Ou est-ce qu'on n'est pas, comme Laurent le dit, plutôt comme des animaux qu'on encadre? Je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt.